Je suis Sylvie Auboiron, votre animatrice aujourd'hui. Je suis présidente de la société de conseil S'alimenter. Je suis spécialisée dans l'éducation alimentaire et les leviers de modification des comportements liés au mode de vie. Ensuite, nous accueillons aujourd'hui le docteur Catherine Salinier, qui est pédiatre, Bonjour. ex-présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, spécialisée en allaitement et en pédopsychiatrie. Elle est experte pour le site Mpédia. Donc, c'est un site dont nous vous C'est parlerons branché. tout au long de ce webinaire. Elle est aussi présidente du programme Malin, un programme qui est dédié à la nutrition des enfants de familles en situation de précarité. Nous recevons aussi Catherine Guillot-Saumur, qui est auxiliaire de puériculture, mais aussi assistante maternelle depuis 2003. Elle a accueilli à son domicile plus de 30 enfants. L'alimentation est un des axes prioritaires de son projet pédagogique. De plus, depuis plus de 15 ans, elle se forme à l'accueil des enfants présentant des troubles du développement. Donc, le sommaire se présente en 3 parties. Une première partie où nous allons parler de la transition entre l'allaitement et le biberon. Une deuxième partie consacrée à la diversification et l'introduction des morceaux. Et enfin, nous finirons par des trucs et astuces et ce qu'il faut savoir pour faire goûter des aliments nouveaux aux enfants. Puis, nous conclurons la session après avoir parlé des prochains rendez-vous. Donc, nous commençons tout de suite avec un petit Gabriel, 4 mois, qui refusait de boire son biberon, même contenant le lait de sa maman. Alors, docteur Salinier, que faut-il savoir? Bonjour à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que passer du sein au biberon, surtout quand pendant 4 mois on a eu le sein, c'est très compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour Gabriel. C'est compliqué pour la maman de Gabriel qui n'a pas du tout envie que son enfant la quitte. Et c'est compliqué aussi beaucoup pour l'assistante maternelle qui va avoir la lourde tâche d'apprendre à Gabriel à prendre le biberon. Je crois que tout ça ça s'anticipe au moins dans la tête de la maman, au moins dans la tête de l'assistance maternelle, peut-être moins dans la tête de Gabriel. Mais il faut essayer de voir quelles sont les difficultés qu'a la maman à laisser son enfant, quelles difficultés elle a à reprendre le travail. En tout cas, pour bien préparer la transition, il faut que la maman discute avec le médecin de son enfant ou avec une conseillère en lactation. Autrefois, on disait qu'il était important d'introduire le biberon avant la fin du congé de maternité de la maman. Et maintenant, on s'aperçoit que pour certaines mamans, c'est encore plus compliqué et qu'il vaut mieux qu'elle donne le sein et que l'assistante maternelle, elle, se charge de donner le biberon, même si c'est parfois un petit peu difficile. C'est plus clair dans la tête de l'enfant et c'est plus clair dans la tête de tout le monde. Je ne sais pas ce qu'en pense Catherine, l'autre Catherine. Ah oui, oui, mais c'est évident, hein. C'est quand j'ai accueilli ce petit Gabriel, il était âgé de 4 mois, il n'était pas sevré. C'est vrai que ses parents souhaitaient un allaitement mixte. Donc, c'était clair finalement dans leur tête, mais sur le terrain, ça l'était moins. Donc, ils souhaitaient le sein le matin et le soir, et des biberons la journée, bien sûr. Mais petit Gabriel, il voulait que le sein de sa maman. Ses parents ont dépensé une fortune en essayant différentes textures et formes de tétines, différents biberons, différents laits industriels et même des biberons contenant le lait de sa maman. Mais ça a été un échec total. Et finalement, je pense qu'il y avait trop de changements pour ce bébé. Bon, finalement, le jour J est arrivé, donc sa maman a repris ce travail. Mais heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des cas similaires auparavant où les bébés étaient nourris exclusivement au sein. Ils ne mangeaient pas la journée et se rattrapaient la nuit. Donc, en fait, ils avaient bien la bonne quantité de lait sur la journée. Donc, je ne me suis pas inquiétée, ce qui a beaucoup, beaucoup rassuré la maman. Et on en a reparlé il y a peut-être une quinzaine de jours, du stress que ça lui avait procuré. Donc, dès le premier jour, en concertation avec les parents sur, bien sûr, c'est pas moi qui choisis, donc le choix du lait, du biberon, j'ai proposé à Gabriel des biberons régulièrement au cours de la journée.
mais toujours sans insister. Il ne voulait même pas avoir la tétine dans la bouche. Donc, il préféra attendre sa maman le soir. Et puis, au bout de 2-3 jours, Gabriel pleurait. Je l'ai pris dans mes bras pour le promener dans mon salon. Et j'ai remarqué qu'il se calmait chaque fois que je passais devant les portes-fenêtres et qu'il regardait attentivement les arbres. Donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une idée là. Donc, ces derniers avaient un rôle visiblement apaisant. Donc, j'ai eu l'idée de lui proposer un biberon en regardant les arbres. Et ça a fonctionné. Il a pris bu 30 grammes. Déjà, il a accepté la tétine dans la bouche et en plus, il a bu 30 grammes. Et en 2 ou 3 jours, le problème était réglé. Donc, pour la petite histoire, j'ai installé Gabriel tous les après-midi dans le jardin, bien couvert avec une moustiquaire, parce que c'était quand même le mois de mars, sous les arbres, comme dans les pays scandinaves. Et franchement, c'était magique. Dès qu'il regardait sa petite branche, il s'endormait, mais alors immédiatement. En fait, c'est en observant attentivement ce bébé que j'ai trouvé une solution. Je pense qu'il ne faut pas être stressé pour communiquer le stress, bien sûr, à la maman et au bébé, et qu'il faut beaucoup de patience et d'observation pour résoudre ce genre de problème. Pour Gabriel, c'était original, les arbres, mais ça peut être de la musique, parler, des comptines, etc. En fait, tout ce qui peut apaiser l'enfant. Voilà. Merci Catherine. Donc, en résumé, docteur Salinier, on Je crois peut surtout, dire, ouais, pardon, je crois surtout que vous aviez confiance en vous, Catherine, et ça, Gabriel, il le savait. Vous aviez confiance en lui et vous aviez confiance en vous. Vous auriez été stressé, l'arbre ou pas arbre, ça n'aurait pas marché. Mais là, vous avez transposé sur cet environnement votre tranquillité et votre sérénité. Et ça a été pour Gabriel tout à fait rassurant et tout à fait contenant. Et alors, Donc, moi, en je veux juste résumé, rajouter une petite chose. En fait, je me suis aperçue, j'ai eu une discussion avec des collègues il y a peut-être une quinzaine de jours. Et en fait, le fait que les enfants soient allaités uniquement la nuit et ne mangent pas la journée, c'est très peu connu. Et du oui, coup, les assistantes maternelles ont beaucoup de mal avec ça. bah, elles ont raison parce que si vous voulez, en général, ça témoigne d'un grand stress de la maman et puis surtout, ça témoigne de sa difficulté à elle à accepter cette sorte de sevrage. Ce n'est pas vraiment un sevrage puisqu'il a souvent le lait de la maman dans le biberon, mais le sevrage du sein en tout cas. Et on voit ça très très souvent et effectivement, l'enfant il mange la nuit et la journée et chez l'assistante maternelle, il est de très bonne humeur, il est très calme, il ne veut pas le biberon parce qu'il a assez mangé. Donc il faut vraiment se méfier de ça. Donc, il est impératif de connaître les intentions de la maman. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut un allaitement? Il y a 3 alternatives. L'allaitement exclusif, c'est-à-dire l'enfant prend le lait de sa maman au sein. Il y a l'allaitement mixte, allaitement maternel et allaitement et lait industriel, en fonction des moments, et le sevrage complet. Dans l'allaitement exclusif, on vient de le dire, donc l'enfant est nourri au lait de sa maman au sein, et quand il n'est pas là, l'assistante maternelle peut donner le lait que la maman a tiré, elle peut le donner au biberon. Ça dépend. Il y a des mamans qui aiment cette solution, parfois c'est un peu galère pour elles. L'allaitement mixte, donc l'enfant est nourri au sein quand il est avec sa maman, c'est-à-dire les matins, le soir et les week-ends éventuellement, et dans les heures d'accueil, il est nourri avec du lait industriel. Et puis la troisième solution, c'est le sevrage complet. Et ça, il faut l'anticiper. On ne peut pas sevrer un enfant une fois que la maman a repris le travail, parce que là, c'est un petit peu compliqué. Il vaut mieux l'anticiper. Il faut environ 3 semaines pour faire un sevrage lent pour tout le monde. Voilà, donc ça dépend de ce que souhaite la maman et de ce qu'elle peut aussi. Ça dépend de son travail. Si elle veut tirer son lait au travail, ben, il y a des métiers où on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, parce que les locaux ne sont pas adaptés. Il faut discuter de ça entre ce que la maman souhaite et ce que l'assistante maternelle peut l'aider à mettre en place. merci docteur Salinier. Donc, pour plus d'informations, nous vous proposons d'aller sur le site Mpédia, qui est un site créé avec des conseils développés par une équipe de 160 professionnels, par l'AFPA, qui est l'association française de pédiatrie ambulatoire pour le grand public, avec des professionnels de santé et des spécialistes de l'enfance.
Vous avez donc je vous ai mis, les liens, directement vers l'allaitement et l'alimentation, les 0 aux 3 ans, mais il y a vraiment plein d'autres, d'autres, endroits, d'autres pages, voilà, cherchez le terme, intéressantes, sur ce site. Vous avez aussi la Leche League en France, qui est une association pour le soutien à l'allaitement maternel. Voici pour cette première partie. Deuxième partie, alors les trucs et astuces, Catherine nous les a déjà donnés, donc nous allons passer à la deuxième partie. Là, c'est une autre histoire, c'est Solène et Arthur, âgés de 4 mois et demi. Arthur a commencé sa diversification alimentaire, pas Solène. Docteur Saligné, qu'est-ce qu'on doit savoir, sur cette question de la diversification? Alors, actuellement, on dit qu'on doit diversifier jamais avant 4 mois et jamais après 6 mois. Pourquoi? Parce qu'entre 4 et 6 mois, c'est une fenêtre d'opportunité pendant lesquelles l'enfant va pouvoir tolérer tous les aliments, en particulier les aliments qui autrefois étaient censés réputés comme allergisants, comme l'arachide, comme le poisson. Enfin, on sait que si on les commence entre 4 et 6 mois, il y a moins de risques d'allergie parce qu'on induit une tolérance. Jusqu'à 4 mois, le lait est absolument indispensable, on n'a pas besoin d'autre chose. Après 6 mois, le lait est absolument pas complet au point de vue alimentation, y compris le lait maternel. Donc, il faut commencer la diversification entre 4 et 6 mois en fonction de ce que les parents sont pressés, on commence dès 4 mois, des parents ne sont pas pressés, le bébé est allaité, on va aller plutôt vers 6 mois. Les enfants sont très curieux, ils regardent la cuillère des parents qui passe comme ça, puis ils ont vraiment envie de goûter. Et d'autres sont très, très tranquilles avec le biberon, donc on observe les réactions de l'enfant et on commence quand tout le monde est d'accord pour commencer. Et à partir d'1 an, les enfants doivent absolument avoir goûté de tout et doivent manger en morceaux, en grande partie tout seuls. Donc on a 6 mois, entre 6-10 mois pour l'amener à manger un petit peu comme tout le monde. Donc je l'ai dit, de la naissance à 4 mois, du lait, rien que du lait. Donc l'allaitement maternel et le lait maternel est quand même le lait de référence. Néanmoins, certaines mamans ne souhaitent pas ou ne peuvent pas allaiter. Donc, à ce moment-là, ce sera les laits industriels qui sont tout à fait adaptés. Il existe des quantités incroyables de lait industriel et il ne faut pas commencer la valse des laits. En général, on trouve bien le lait qui convient à l'enfant et on y reste. Puis, on introduira les aliments sous forme de purée bien lisse. Il est habituel de commencer par les légumes, puis les fruits. Mais aussi, on peut commencer avec des légumes secs bien cuits, puis ensuite on ajoutera les protéines, c'est-à-dire les viandes, les poissons et les œufs. Pour varier les goûts, on peut, oui, ajouter des aromates et des herbes, bien sûr, en sachant que il est bon quand même que l'enfant tout petit connaisse les goûts des aliments nature. C'est une grande mode actuellement de mettre des herbes et des aromates, c'est très très bien, il n'y a aucune contre-indication, mais ne pas trop galvauder le goût des aliments quand il est tout petit. La viande, donc, à partir de 5-7 mois, quand l'enfant est bien habitué aux légumes et aux fruits. Et puis, à partir de 6-8 mois, dès que l'enfant commence à prendre, mais je pense qu'on va en reparler, on va pouvoir commencer des petits morceaux fondants qu'il pourra prendre lui-même et porter à sa bouche. De sorte que, à 8-9 mois, on passe de la purée lisse à la purée moulinée, puis à 9 mois aux aliments écrasés et aux petits morceaux. Peut-être que Catherine va dire comment elle fait pour habituer les enfants aux morceaux. Je crois qu'elle a une grande expérience et j'aime bien l'écouter parler, c'est très intéressant. C'est très gentil. Donc, c'est vrai, tout au long de ma carrière, bien sûr, je me suis adaptée aux recommandations des pédiatres, donc c'est pas moi qui choisis, et bien sûr aux souhaits des parents pour commencer la diversification et donc l'introduction de la cuillère, qui ne se fait pas, comme vous l'avez souligné, docteur Saligné, pas forcément au même âge selon les enfants. Et c'est pas toujours évident, car les bébés commencent par téter la cuillère et cela peut durer un certain temps. Il y en a qui vont comprendre tout de suite, et puis d'autres, ça va être un petit peu plus long. J'ai eu un petit garçon qui a bien mis un bon mois. Finalement, j'ai jamais eu de problème particulier. Il faut juste être patient et ne pas insister. Puis, bien sûr, après les différentes textures de purée,
comme vous l'avez dit, de moins en moins mixé. Alors, quelquefois, j'ai remarqué que les textures granuleuses peuvent être un petit peu compliquées, un peu plus compliquées chez certains enfants. Puis bien sûr, il faut introduire les morceaux. Pour ma part, je trouve ça très simple. Je prends le temps d'en parler aux parents, mais pour eux, c'est compliqué parce que beaucoup appréhendent cette étape. Je propose au bébé des morceaux fondants. Alors bien sûr, assez petits pour sa bouche, mais suffisamment gros pour qu'il ait conscience du morceau dans la bouche et qu'il mastique bien. Et surtout aussi qu'il puisse l'attraper facilement pour manger seul. Au début, franchement, il va jouer avec. Puis finalement, il va bien finir par les manger. Alors, il y a une chose aussi importante, je ne mets jamais de morceaux dans la purée, car cela peut surprendre les enfants et entraîner une fausse route. Il faut bien faire attention aussi. Un bébé ne va pas manger du jour au lendemain un repas tout en morceaux, car bien sûr, mastiquer peut être lassant, car l'estomac ne se remplit pas si vite, et fatigant, car il n'a pas l'habitude. Au début, je propose des morceaux en petite quantité que je complète par une purée pour bien sûr respecter les quantités. Puis j'augmente les morceaux de légumes et diminue la purée pour parvenir à un repas totalement en morceaux entre 12 et 15 mois, suivant bien sûr les enfants et l'implication des parents. Parce que s'il n'y a que moi qui donne des morceaux, c'est beaucoup plus long. Beaucoup de parents fatigués de leur journée de travail ne donnent que des petits pots le soir. Cependant, je fais aussi très attention. Si le bébé est fatigué et n'a pas envie de morceaux, je n'hésite pas à mixer au dernier moment si besoin pour qu'il mange suffisamment. Il ne faut pas oublier que certains se lèvent très tôt. Je fais aussi très attention à respecter l'appétit des enfants, qui peut être d'un jour à l'autre très variable. Je ne les force jamais. Attention également que les repas se passent dans le calme. Quelquefois, je peux mettre une petite musique douce pour détendre l'atmosphère si certains enfants sont agités. Merci Catherine. Docteur Salinier, qu'est-ce qu'on peut faire si les parents sont inquiets à l'idée d'introduire les morceaux? Je crois que il faut faire de la prévention, c'est-à-dire que ça relève du médecin et de l'assistance maternelle qui peut les prévenir. Je crois que malheureusement, les petits pots industriels que beaucoup de parents adoptent dès qu'on commence la diversification, et ils ont raison, car c'est une alimentation particulièrement adaptée à l'enfant puisqu'elle respecte les recommandations européennes en matière il n'y a aucun pesticide et aucun résidu de perturbateurs endocriniens dans la nourriture industrielle, alors qu'on peut en trouver dans la nourriture faite maison, malheureusement. Donc, ils ont raison d'utiliser les petits pots. Néanmoins, le petit pot, c'est toujours très lisse, ou alors c'est des morceaux d'endulis, ce qui, comme l'a dit Catherine, surprend le bébé et entraîne des fausses routes. Donc, il faut prévenir les parents de passer très vite à l'alimentation faite maison et à l'aspect écrasé. C'est parce que l'enfant n'a jamais été habitué qu'il va faire des fausses routes. Si on lui donne des petits morceaux ou de la purée granuleuse, puis des petits morceaux qu'il prend tout seul avec les mains, dès 6-7 mois, dès qu'il peut prendre, il n'y aura pas de fausse route. C'est parce qu'il a été habitué. Donc, moi, en consultation, plutôt que de faire l'autruche et de ne pas en parler, quand je sens que les parents ont peur des morceaux, quand je sais que l'enfant n'a pas de morceaux, je leur explique ça et je leur apprends la manœuvre d'Heimlich que vous pouvez trouver sur YouTube pour que ça apporte pas malheur d'en parler. Il vaut mieux que les parents apprennent à la faire plutôt que de refuser de donner des morceaux. Voilà ce qu'on peut dire. Je crois vraiment qu'il faut insister sur cette. L'enfant doit arriver très vite au morceau fondant, bien sûr, comme l'a dit Catherine, pour les légumes. On ne va pas lui donner un beefsteak en morceaux tout de suite. Donc, pour les sources d'informations pour aller plus loin, nous avons toujours notre site Mpédia. Nous avons aussi Santé publique France, qui est le ministère de la Santé, qui a fait un petit guide de la diversification alimentaire, un autre sur les 1000 premiers jours. Et puis, vous avez le programme Malin dont nous avons parlé, où vous avez aussi pas mal d'informations et beaucoup de recettes, justement, pour les petits de cet âge-là.
Donc, les trucs et astuces, nous les avons balayés. Donc, nous allons nous pencher sur la troisième partie, apprendre à goûter. Donc, Lucas, 9 mois, refuse systématiquement de goûter vraiment de l'avocat. Donc, docteur Saligné, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette période de la diversification et de faire goûter des nouveaux aliments? Ce qu'on peut dire, c'est que la diversification, comme c'est un apprentissage, absolument comme tous les apprentissages. Si on fait le parallèle, par exemple, avec l'apprentissage de la marche, ben, avant de savoir marcher, l'enfant va marcher à quatre pattes, va ramper d'abord, puis marcher à quatre pattes, puis il va se mettre debout, puis il va tomber, et puis on va le tenir par la main, puis on va l'encourager. Et c'est pareil pour la diversification. Il faut faire goûter le plus souvent possible aux tout petits tous les aliments qui passent sur la table. Il est bien évident que si le papa, si la maman, si l'assistante maternelle sont gourmands, s'ils aiment manger, ils vont forcément inciter l'enfant par leur mimique, par leur sourire, en disant regarde comme c'est bon, et il aura envie de goûter. Un enfant il fait tous ses apprentissages par imitation. On dit qu'il faut euh, donner 7 fois d'un aliment avant que l'enfant l'accepte. Parfois, il l'aime tout de suite, et parfois, il l'aime pas tout de suite, et il faut réessayer, jamais forcer, bien évidemment, et varier les recettes. Par exemple, vous pouvez faire des épinards sous différentes formes, de façon à les faire accepter, ou alors les mélanger avec un aliment que l'enfant préfère. Enfin, il faut y aller très, très doucement, jamais le forcer. Je vois qu'il y a écrit 10 fois, donc je disais 7 fois, j'étais en dessous. Bref, il Mmh. ne faut jamais dire, bon, il n'aime pas, je ne lui en donne pas. Il faut réessayer, réessayer, réessayer. Et surtout, bien sûr, comme pour tout apprentissage, donner l'exemple. On n'a pas d'écran, bien sûr. Catherine va en reparler. On mange, elle a parlé tout à l'heure de musique douce et c'est très bien. On mange dans une atmosphère saine et sereine et calme. Très bien. Exactement. Donc voilà, pour les ressources, toujours les mêmes, hein, Mpédia, Santé publique France. Et là, sur, Goûter, vous avez en plus, des ressources que vous pouvez trouver aussi au CNFPT, dans la e-communauté qui s'appelle Clémentine. Et là, vous avez un chapitre pour les clés d'une meilleure alimentation à la cantine et vous avez un chapitre 3 sur le goût des enfants où vous avez, pas mal, d'informations sur l'évolution du goût des enfants, les préférences, les aversions alimentaires infantiles, les variations interindividuelles, c'est-à-dire on est tous différents par rapport à ça, mais aussi liés à la culture et puis la néophobie alimentaire. Donc vous retrouverez toutes ces informations, dans les ressources Clémentine, mais aussi sur Rampedia et Santé publique France et puis nous allons écouter les trucs et astuces de Catherine. Alors, c'est vrai que dès que possible, je fais goûter au bébé, comme on mange tous ensemble, tout ce qui passe sur la table pendant le repas. Au début, bien sûr, tout ce qui est fondant, comme des petits morceaux de courgettes. Quelquefois, il faut que je présente un nouvel aliment plusieurs fois pour qu'il l'accepte. J'ai bien dû proposer à Lucas une bonne dizaine de fois de l'avocat pour qu'il le goûte vraiment et en redemande. Et maintenant, du haut de ses 5 ans, je pense, et même je suis sûre que c'est un de ses aliments préférés. Et c'est toujours la fête quand je lui dis qu'il y a de l'avocat. Je ne les force jamais. Je les encourage, comme le disait le docteur Saligné, en mangeant moi-même l'aliment. Donc, je partage toujours le même repas qu'eux. Je laisse aussi les plus grands se servir en légumes. Je trouve cela vraiment très intéressant. Par exemple, toujours mon petit Lucas, qui refuse régulièrement de manger des carottes râpées. J'ai encore eu droit à je n'aime pas la semaine dernière, tant donc 5 ans. Hein. Et dès qu'il les voit, mais c'est vraiment je n'aime pas. Donc, je laisse le plat devant lui, je laisse se servir. Il prend en général, elle est l'équivalent d'une une cuillère à café, très prudent. Et finalement, il va bien se servir. Je pense que la dernière fois, j'ai dû compter, il a dû se resservir au moins 5 fois. Je pense qu'en totalité, il a mangé une grosse assiette de carottes râpées. Mais je le laisse gérer ses quantités de légumes. J'ai remarqué qu'il en mange beaucoup plus que si c'est moi qui le sers. En revanche, attention,
je contrôle les apports en protéines et en féculents qui ne sont pas à volonté. Donc, il n'y a que les légumes, les crudités que je laisse les enfants se servir. Et d'ailleurs, pour privilégier la viande et les légumes, je donne les féculents après. Et lorsque l'enfant n'aime pas un aliment, je le présente sous d'autres formes, comme dans un crumble ou une tarte de légumes. J'essaie toujours de cuisiner des fruits et des légumes de saison. Au goûter, je propose un fruit frais et je laisse les enfants le toucher, le sentir avant de le préparer devant eux ou avec eux, selon l'âge. En général, ils aiment beaucoup toucher les kiwis et tourner la petite manivelle de ma super machine qui coupe et épluche les pommes en même temps. Ça les amuse énormément. Et j'ai la chance d'avoir un jardin botanique à proximité où j'emmène les enfants. Régulièrement, on peut observer des fruits et des légumes se développer au fil des saisons et on peut même goûter dans la mesure du raisonnable. On peut grignoter des framboises, des cassis, des groseilles, sentir, goûter les herbes aromatiques. Ils ont plein, par exemple, je ne sais pas, des menthes avec différents types de menthes, de choses comme ça, où on peut sentir, goûter. C'est vraiment très sympa. Et on peut, par exemple, suivre l'évolution des kiwis, d'observer les fleurs jusqu'aux fruits. Et après, on va en cueillir juste après les premières gelées et on peut les déguster, voir ces beaux kiwis qu'on a bien observés. Et ben, on peut les goûter. Et je peux aussi emmener les enfants au marché pour acheter des fruits, des légumes, pour cuisiner avec eux. Je fais régulièrement des ateliers cuisine, même avec les plus petits, en leur faisant sentir, toucher, goûter les aliments quand c'est possible. On s'est même amusé, je me suis amusée avec une chanson très célèbre qui dit « ça sent la banane, la vanille et le cumin ». Et du coup, je me suis amusée, on a écouté cette chanson et je leur ai fait sentir au fur et à mesure toutes les choses. Et ça les a beaucoup amusés. Maintenant, c'est eux qui chantent cette chanson. C'est très rigolo. Ça, c'était une de mes dernières. On s'est amusé avec ça. Voilà. Eh bien, merci Catherine. Donc on a fait volontairement alors oui, aussi, un webinaire assez court parce habituellement, il y a énormément de questions. Donc on est là pour répondre à vos questions, mais juste avant, de répondre aux questions, je voulais remercier, les élèves de la classe de signalétique et décor graphique du lycée Georges Sand de Daumont et leur professeure Mathilde Adorno qui a initié ce projet et qui nous ont fait les illustrations que vous avez vues dans ce PowerPoint. Donc, je vous propose de répondre à vos questions à partir de maintenant. Et il y en a une. Faut-il une surveillance du poids pendant la période où l'enfant refuse le biberon à la crèche et quand la maman allaite uniquement? De toute façon, c'est Madame Sagné qui répond là, si je peux me permettre. J'ai jamais vu un enfant qui ne mange absolument pas, soit il refuse le biberon à la crèche, il va téter la nuit ou prendre des biberons avec son papa ou sa maman le soir, mais c'est juste pas possible qu'un enfant refuse le biberon et la journée et la nuit. Donc je crois j'ai jamais vu de problème, vraiment jamais vu de problème de perte de poids. Donc je crois qu'il ne faut pas rentrer dans cette inquiétude-là et rester, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la confiance et la patience. Ça ne dure jamais très très longtemps. Quand ça dure longtemps, ce refus de biberon, c'est justement parce qu'on est dans le stress et dans l'impatience. Sinon, ça dure 2-3 jours. Et il n'y a pas de raison de surveiller le poids s'il ne mange pas à la crèche ou c'est l'assistante maternelle pendant 2-3 jours. Alors, une autre question, on entend souvent qu'il faut tout leur mettre sur un plateau. Je sais que les deux Catherine sont plutôt contre. On va leur docteur Salinier d'abord. Alors, oui, ça c'est la grande mode actuellement. Vous savez, tout le monde sait que l'aliment est caractérisé par son aspect visuel, par son odeur, par sa consistance, par son goût. C'est-à-dire que quand on voit, je suis allée au Canada cet été, je raconte très très brièvement ça. J'ai goûté quelque chose que
je savais que je connaissais très, 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 très bien cet aliment et je n'arrivais pas à l'identifier. Et j'étais très énervée. Et en fait, c'était de la betterave blanche. Donc, je reconnaissais très, très bien le goût de la betterave, sauf que c'était blanc et je n'arrivais pas à l'identifier. Donc, je crois que quand on met tout sur un plateau, on perturbe l'essence de l'enfant. Il va avoir le saumon alors qu'il y a le gâteau au chocolat à côté. Alors ça, c'est je trouve un frein, disons, visuel et au niveau de l'odeur. Ensuite, il y a des raisons tout à fait scientifiques. Catherine, tout à l'heure, a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit, je commence par les légumes et la viande et je donne des féculents après. Elle a raison. Tout le monde sait que les enfants n'aiment pas les légumes parce que c'est comme ça, parce que ça leur plaît pas pour la plupart d'entre eux. Donc, il faut commencer le repas en général par les légumes et c'est pour ça que le repas français commence en général par une crudité parce que euh, quand on a faim, on va manger plus facilement. Donc, c'est quand on donne les légumes en début de repas, l'enfant va en manger parce qu'il aura faim. Si on donne des légumes après ce qu'il aime le plus, il n'en mangera pas. Et il y a une dernière chose, si on met le dessert sur le plateau, l'enfant va forcément, dans 80% des cas, peut-être pas tous, mais la plupart d'entre eux, va commencer par le sucré. Et ça, pour des raisons scientifiques, c'est tout à fait déconseillé parce que pour des histoires de glycémie qui montent trop haut et puis de salive qui a un pH trop acide, ça favorise les caries. Donc, le repas à la française, et l'art culinaire français est quand même très réputé dans le monde entier, comprend une entrée, un plat, un dessert, comprend des légumes et des protéines, et tout ça dans un ordre particulier. Voilà ce que je pense. Je ne sais pas si Catherine a le même avis que moi. Voilà. On n'est pas aux Ah, si, États-Unis où on fait des plateaux repas. si, j'ai exactement le même avis. Et moi, je tiens une chose aussi, c'est que, par exemple, je vais servir les crudités et on va attendre que tout le monde ait fini ses crudités pour servir le plat suivant. Et je me suis aperçue que, ben, des fois, ils ont faim et puis même si ça leur fait pas très envie, ils vont manger quand même s'ils n'ont pas très envie. Et je m'aperçois au fil des années, là, que finalement, les enfants, ils s'habituent en mangeant des aliments qu'ils n'aiment pas trop au début. Finalement, après, ils les mangent bien volontiers. Mais si je servais tout en même temps, je reste persuadée qu'ils ne mangeraient pas autant de légumes. Ça, j'en suis convaincue. Vous avez raison. Et puis, c'est aussi une question de politesse de manger tous ensemble le même plat. Et après, on sort ce plat-là et on en met un autre. Donc, la question suivante qui était les laisser commencer par ce qu'ils veulent, je pense que nous avons répondu. Alors, autre question. Vous parliez des arachides, noix, noisettes, mixées, broyées, peuvent donc être proposées dès 6 mois? Point d'interrogation. Tout à fait. Alors, bien sûr, vous faites bien de spécifier broyer. Hein. Il faut faire très, très attention. La cacahuète est quand même la première cause de fausse route. Mais on peut très bien donner de la cacahuète, de l'amande, de la noix dès 4 mois. Personnellement, j'aime bien rajouter une petite purée d'amandes des fois dans une petite compote. C'est très sympa. Et puis, les amandes, c'était aussi intéressant, je pense. Nutritionnellement, tout à fait. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Alors, commençons la diversification, concernant la diversification menée par l'enfant, que pensez-vous des petits morceaux introduits dès 4 mois? Oula. C'est moi qui réponds? Allez-y, oui, que docteur Saligny. Oui, Alors et puis oui. on laissera Alors, Catherine après. voilà, pour les arguments scientifiques, je vous renvoie vraiment, il y a un excellent article sur le site Mpédia qui a été fait par une gastropédiatre de l'AFPA, l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Donc, la diversification menée par l'enfant, c'est, Catherine va dire tout à l'heure comment ça se fait d'un point de vue pratique, mais en fait, ça veut dire que l'enfant prend comme il veut avec ses mains des morceaux. Catherine dira de quelle taille, et puis il les mange tout seul. Et actuellement, on voit des parents qui font ça de façon uniquement ça, c'est-à-dire l'enfant ne mangera que ce qu'il peut manger tout seul. Et bien sûr, il ne fera jamais un repas complet et on commence à voir arriver des dénutritions à l'hôpital de parents qui ont fait la diversification menée par l'enfant de façon beaucoup trop théorique. Or, en fait,
euh, n'importe quel parent normalement constitué, n'importe quelle assistante maternelle aura forcément envie de faire goûter à l'enfant des petits morceaux dès qu'il est tout petit. Et c'est les petits pots trop lisses qui nous ont empêchés de faire ça, comme je disais tout à l'heure. Donc, je crois qu'il faut faire une diversification menée par l'enfant, c'est-à-dire laisser l'enfant manger avec ses doigts des petits morceaux de façon tout à fait raisonnable, en même temps que l'essentiel du repas est donné à la texture variée dont on parlait tout à l'heure. Et je vais laisser Catherine expliquer comment elle fait cette diversification. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Je commence toujours par faire goûter au bébé des petits. Enfin, je coupe des morceaux assez gros, c'est ce que je disais, pour qu'il puisse l'attraper, assez gros pour qu'il ait conscience aussi du morceau qu'il est dans la bouche, mais quand même suffisamment petit pour sa bouche. Il ne faut quand même pas non plus. Et c'est vrai qu'au début, ils vont manger 3-4 morceaux, mais forcément, on complète par une purée. Et puis, petit à petit, quand on voit, suivant la motivation de l'enfant avec les morceaux, on peut très, très vite passer à un repas tout en morceaux. Mais il y en a d'autres, ça va être un petit peu plus long parce qu'ils sont pressés d'avoir l'estomac rempli. Et donc, c'est vrai que mâcher des petits morceaux, c'est plus long d'avoir l'estomac bien rempli. Donc ça dépend vraiment des enfants et de l'observation. Faut observer l'enfant. Mais je complète au début toujours par une purée pour qu'il ait la quantité de légumes préconisée. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je vois dans la diversification menée par l'enfant mal comprise, des enfants qui mangent avec les doigts, qui en mettent partout. On est obligé de mettre un grand plastique sous la table, ils attrapent, ils malaxent. Bon. Sans être particulièrement rigide, je pense qu'un enfant a effectivement, il peut écraser un bout de carotte entre ses doigts pour voir la consistance et tout ça, mais il ne faut pas non plus gaspiller la nourriture, jouer avec et faire n'importe quoi avec. C'est aussi une question d'éducation. La nourriture, ça se respecte. Et autant je suis d'accord pour qu'on mange avec les doigts quand on est petit, autant faut pas non plus tomber dans les extrêmes où on s'en sert comme de la pâte à modeler. C'est pas de la pâte à modeler. Non, c'est vrai que je laisse les enfants quand même manger avec leurs doigts certains aliments assez longtemps. Donc, il y a des aliments, ils apprennent très vite qu'on ne peut pas manger les petits pois quand ils sont grands, avec manger petit pois par petit pois, c'est pas pratique. Mais c'est vrai que manger des petits haricots verts, grignoter avec les doigts, c'est sympa. Donc, mais c'est vrai que je laisse pas les enfants non plus. Je veux bien qu'on écrase quelques morceaux au début, mais c'est vrai que c'est pas la nourriture n'est pas un jeu. Alors du coup, il y a une question, qui est pas la suivante, mais qui est directement corrélée. À partir de quel âge doit-on leur imposer la cuillère ou fourchette uniquement? Alors moi, c'est ce que je disais, hein, ça dépend des aliments. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que après, je vois à 3 ans, ils se servent très bien de leur couteau pour pousser dans la cuillère. Je veux dire, après, mais il y a certains aliments, ils aiment encore bien manger et grignoter avec les doigts. J'ai cru entendre dans la question à partir de quel âge doit-on imposer? Je crois Oui, qu'on le n'impose imposer entre jamais. guillemets et ouais, Ah, entre guillemets, ouais. c'était entre guillemets, tant mieux, c'est bien. Non, je crois que ça dépend la motricité des enfants, la motricité en général et la motricité fine en particulier, c'est-à-dire celle qui est nécessaire pour faire ce que vient de dire Catherine, pousser avec le couteau, c'est très variable selon les enfants. Vous avez des enfants qui sont adroits et des enfants qui sont maladroits. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas en avance ou un peu en retard dans cette acquisition-là. Il est donc très important de respecter cette évolution normale de l'enfant, de la même façon que vous respectez son évolution pour le langage et pour... Bon. Et encore une fois, c'est par imitation qu'il va le faire. Donc, vous lui mettez la fourchette et le couteau dès qu'il a, et la cuillère et un couteau mousse dès qu'il a 1 an, puis il en fait ce qu'il veut. Et puis, et voilà, puis on surveille, on lui montre, on apprend, on lui tient la main. C'est tout un apprentissage et ça fait partie de l'interrelation qu'on a avec l'enfant et c'est ça qui est intéressant. Oui, effectivement, parce que là, j'ai 2 enfants de 3 ans. Il y en a une qui est super à droite avec sa cuillère et son couteau pour manger. Et j'ai le deuxième qui aime beaucoup encore manger avec ses doigts. Voilà, c'est vrai que donc je l'encourage,
mais je force pas, hein. Il faut que je pense que le repas doit rester un vrai plaisir, hein, aussi. Tout à fait. Que conseillez-vous, pour un enfant de 2 ans qui refuse la plupart des morceaux? Alors, d'abord à 2 ans, il y a la néophobie alimentaire. D'abord, ils refusent des aliments qu'ils aimaient avant et qui tout d'un coup, ils les aiment plus. Bon, donc ça, c'est pour le goût de l'aliment. Donc ces 2 ans, c'est une période un petit peu particulière où l'enfant est, assez facilement opposant aussi. Hem, S'il refuse des morceaux et c'est sans doute qu'il en a jamais eu, moi je crois que je dirais je conseillerais aux parents, c'est comme ça, de ne pas écraser, de ne pas mixer. Ils mangent en morceaux tendres ou ils mangent pas. Ce n'est pas, une privation, c'est comme ça et s'il mange à table avec ses parents, forcément, il va se mettre à manger des morceaux. Les enfants qui refusent obstinément des morceaux, c'est je pense de l'ordre relationnel, avec des parents inquiets, avec une maman ou un papa qui vont aussitôt mixer pour qu'au moins il ait ça dans l'estomac. Je crois qu'il faut voir ça plus sous un. Je pense que chez l'assistante maternelle, entraînée par les autres, et encore une fois, si on est décontracté, je pense que ça devrait se résoudre. Sinon, il faut en parler au médecin. Après, il y a des enfants qui ont des troubles de l'oralité. Bien sûr, on peut être dans un cas pathologique et moi, je parle du cas général ici. Merci. Alors, autre question, que pensez-vous des aliments spécifiques pour enfants vendus en grande surface? Yaourts, crèmes notamment. Les parents ont souvent envie d'acheter ces produits spécifiques. Donc, alors, en ce qui concerne les laitages spécifiques, certains sont enrichis en fer, pas tous. Certains étaient faits avec du lait infantile, pas tous. Et la recommandation actuellement est que si un enfant prend suffisamment de lait, je parle de l'enfant de moins de 3 ans, qu'il prend suffisamment de lait spécifique, c'est-à-dire de lait deuxième âge quand il a moins d'un an, puis du lait de croissance quand il a entre 1 et 3 ans, s'il en prend à peu près 500 millilitres par jour, il n'a pas besoin de laitage spécifique. L'enfant qui prend pas assez de lait, on va peut-être plutôt lui donner ces laitages-là, qui contiennent un peu plus de protéines que les autres et un peu moins d'acides gras que les laitages pour tout le monde. Mais s'il a suffisamment de lait spécifique, non. Après, l'avantage de ces laitages-là, c'est qu'ils ne se conservent pas au froid. Donc, ça peut être un avantage pour le transport, par exemple. Voilà. Alors, dans le même genre, une autre question, que pensez-vous du lait deuxième âge bio par rapport au non bio? Alors, ça, c'est une excellente question. Tout ce qui est alimentation spécifique de l'enfant, c'est-à-dire les laits infantiles, les petits pots, les assiettes pour bébé, toute l'alimentation spécifique infantile respecte des normes européennes très strictes en matière de perturbateurs endocriniens, résidus de pesticides et d'engrais. Donc, le bio n'apportera rien de plus qu'un lait ou qu'un petit pot non bio en termes de composition. Après, peut-être que dans le label bio, il y a certainement comment dire, des items qui concernent le transport, enfin, pour le caractère durable, que ne sera peut-être pas forcément dans le non bio. Mais la composition est tout à fait satisfaisante, même s'il n'est pas bio. C'est un argument marketing que que de faire des laits bio, sauf si, je vous dis, il y a d'autres arguments sur le caractère durable que je ne connais pas. En ce qui concerne la composition, non, il faut donner du lait normal et des petits pots normaux. À partir de quel âge introduit-on le sel? Alors, on peut saler l'eau de cuisson des légumes, mais on ne ressale pas après. Et autrement, c'est à partir d'un an et très peu. Il faut profiter de ce qu'on a un enfant à la maison pour saler moins. On a tendance à trop saler. Le sel est un exhausteur de goût et donc on doit pouvoir aimer les aliments
très, très, très peu salé. Autrement, c'est à partir de 1 an qu'on peut commencer un tout petit peu à saler. Le sucre, pas avant 3 ans, point d'interrogation, que préconisez-vous? Ben, le sucre, c'est bon et on a trop dit, pas de gras, pas de sucre. Résultat, maintenant, on a trop dit peu de gras, peu de sucre. Maintenant, il y a jamais de gras, jamais de sucre. Le sucre, oui, oui, on peut sucrer un yaourt, d'un enfant, même avant 3 ans, bien sûr. Après, il faut pas, c'est l'excès qui est négatif, mais l'enfant aime le sucré. Un dessert, c'est sucré, on peut donner du sucre avant 3 ans, bien sûr, sous forme de dessert. Alors après, le morceau de sucre croqué dans un morceau de sucre, c'est pas très recommandé. Les bonbons, c'est pas très recommandé, mais un bonbon par jour, chez l'enfant un peu plus grand, oui, pourquoi pas. C'est les excès qui sont. Et puis aussi, on ne donne jamais de sucre à jeun pour des histoires de carie dentaire, comme j'expliquais tout à l'heure, pour le dessert. On donne toujours, si on donne du sucré, c'est toujours à la fin d'un repas. Que faire si les enfants refusent tous les aliments et ne souhaitent que des yaourts? Donc là, il Alors, s'agit Catherine, d'enfants de plus de 3 ans. Catherine, qu'est-ce que vous faites? Alors, j'ai eu ce cas. Très honnêtement, oui, j'ai eu ce cas. Bah, c'est compliqué, mais avec mon système de les faire attendre, vous savez, bah, s'ils mangent que du yaourt, il faut qu'ils attendent tout le repas. Et en général, ça dure pas longtemps, hein. Ils vont forcément finir par grignoter des petites choses parce qu'ils ont faim. Je suis Donc, d'accord. c'est vrai. Voilà. Donc, non, j'ai jamais eu. Mais j'ai rencontré des enfants comme ça qui ne voulaient manger que des yaourts. Et c'était Je compliqué. suis, Mais finalement, de je, les faire attendre, ils finissent par manger. je suis d'accord avec vous, Catherine. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on a tout à fait le droit de dire non à un enfant Ah, mais complètement. Alors là, je suis tout à fait. dans tout un tas de domaines. Et il Voilà. sera très content qu'on lui dise non. Et il sera très content d'avoir un cadre. C'est ça. C'est pour ça que on s'attend, on respecte les autres. Et franchement, j'ai eu des enfants comme ça, mais franchement, ça n'a jamais duré longtemps. Il y a eu des petites périodes, mais vraiment très, 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 très courtes. Ou des fois, c'était le lundi, quand ils avaient eu il y a que des laitages le week-end. Le lundi a été un peu compliqué, mais globalement, moi, je n'ai jamais eu de problème. Alors, autre question, est-ce que le lait de croissance peut être remplacé par du lait entier? Non. Le lait de croissance, c'est un lait qui contient 10 fois plus que le lait ordinaire, enfin le lait classique de tout le monde, qui contient beaucoup moins de gras et qui contient plus de protéines. C'est un lait qui est tout à fait adapté à la croissance de l'enfant. Il est un tout petit peu plus cher, mais si on le ramène si on tient compte de l'eau pour le reconstituer, si on tient compte, je crois que ça équivaut, c'est 50 centimes par jour de plus. Alors, tout le monde ne peut pas payer ça probablement. Donc, dans ces cas-là, oui, on peut donner du lait normal, mais à ce moment-là, effectivement, on donnera plutôt du lait entier parce qu'il faut, il faut de la graisse. Mais le lait de croissance, de la même façon que le lait deuxième âge ou le lait premier âge, est un lait qui a été composé pour s'adapter à cette croissance de l'enfant de 1 à 3 ans. Vous avez entendu parler tous de cette période des 1000 jours, les 1000 premiers jours de l'enfant qui vont de sa conception jusqu'à 2 ans, qui est une période de construction très, très importante et surtout de période où on peut prévenir beaucoup de maladies chroniques de l'adulte si on a une alimentation équilibrée et si l'enfant, si on a une activité physique, si, enfin, il y a tout un, dans tous les items du développement de l'enfant, cette période est très, très importante. Donc, il est mieux de donner du lait de croissance au moins jusqu'à 2 ans, voire préconisé jusqu'à 3 ans. Le fromage, à partir de quel âge et qu'en est-il des fromages au lait cru pour les jeunes enfants? Alors, pas de fromage au lait cru, ou alors on donnera du lait pasteurisé, bien sûr. Et s'il n'est pas au lait cru, on peut donner à 4 mois, hein, pas de problème. Et au Je lait crois que cru, à partir de quel âge? c'est 5 ans, il me semble, Au hein, lait docteur cru, Sabinier. Pardon? Je crois que c'est 5 ans, j'avais entendu, il me semble, hein. Oui, exactement.
Pour les crus, à 5 ans. Et Donc, pas même, avant. normalement, ça serait 10 ans. On a réussi à ramener à 4 à 5 ans. C'est comme tout ce qui est cru, comme l'œuf cru, mais par exemple la mousse au chocolat, la mayonnaise, tout ça, normalement, c'est pas avant 5 ans, voire 10 ans, mais on dit 5 ans, à cause de la listériose, qui est une maladie assez particulière et aussi qui donne un syndrome hémolytique et urémique. Donc, les recommandations sont pas avant 5 ans les aliments crus. Mais autrement, le fromage pasteurisé, oui, quand vous voulez. Autre question. Certains parents mettent du cacao dans les biberons. Qu'en pensez-vous et à quel âge? Alors, Catherine, est-ce que vous mettez Alors du moi, cacao dans les biberons? j'ai pas ce problème du tout. Moi, ils ont des yaourts nature, des biberons nature jusqu'à que, je veux dire, jusqu'à que l'enfant puisse me demande du sucre. Là, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi, il mange toujours ses yaourts nature. Il ne me demande pas de sucre et il apprécie ses yaourts comme ça. Le lait, c'est pareil, hein. Je peux donner un verre de lait pour le goûter, mais tant que les enfants me demandent rien, je reste Mais sur l'aliment nature. s'ils en demandent, vous n'allez pas avoir de problème avec le cacao. Ah non, Bon, non, 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 non. moi non Mais plus, j'ai c'est pas de problème. non, non, non. Mais ça, c'est vraiment, comment dire, c'est pas moi qui vais proposer. Voilà. Et J'attends la demande. c'est une question d'être raisonnable. On a le droit de mettre du cacao dans les yaourts aujourd'hui, puis on n'en mettra pas demain, de la même façon qu'on… Voilà, c'est pour changer les goûts, pour varier, mais c'est vrai que Catherine a raison. Comme on l'a dit dès le début, il vaut mieux que l'enfant connaisse le goût de l'aliment nature. Après, on peut parfois varier les plaisirs. Et les farines ou épaississants? Pardon? Pour farine ou épaississant? Je suppose que c'est pour les biberons. Oui, les céréales, oui, oui, les céréales, on peut en mettre dès le premier âge, des farines. Au début, elles sont sans gluten, et puis ensuite, on introduit le gluten à partir de 4 mois. Ça donne une petite consistance au biberon et ça lui permet de changer le goût. Alors, ce n'est pas des bouillies comme on donnait autrefois, il y a très longtemps, qui étaient effectivement trop nourrissantes, mais on peut effectivement mettre 1 à 2 mesures de céréales dans le biberon, en particulier le soir, parce que le jeûne est plus long, bien que ce n'est pas la faim qui réveille un enfant, hein. Mais on peut effectivement, ça change le goût, il y a différents parfums, ça peut être très agréable, mais non indispensable. Par contre, le pain est indispensable. Moi, un enfant de 6 7 mois peut très bien, à 6 mois, peut très bien commencer à grignoter un quignon de pain, ce qui lui apporte aussi des céréales sans forcément que ça soit dans le biberon. Et la pâte à tartiner, beaucoup de parents en donnent au petit déjeuner. Ouh là. J'ai pas de problème avec la pâte à tartiner, j'ai un problème avec l'épaisseur de la couche de pâte à tartiner. Donc, on peut très bien donner de la pâte à tartiner sur du pain au petit déjeuner. Alors, peut-être pas chez le tout petit, mais pourquoi pas. Mais c'est une question toujours d'être très, très raisonnable. Et puis, il y a la qualité aussi, hein. Alors, Parce qu'il y a des pâtes à tartiner qui contiennent beaucoup de noisettes, qui sont aussi de meilleure alors il y a qualité. eu, on ne va pas citer de marque, mais il y a eu de très, très, très gros progrès de fait. Voilà. Voilà. Mais effectivement, il y a on peut trouver une pâte à tartiner de bonne composition et on n'en met pas beaucoup. Bien sûr, c'est pas du tout, c'est pas un poison du tout, c'est très agréable. Après, si on en donne tous les jours et que l'enfant ne peut pas manger autre chose que ça et qu'il y en a 1 centimètre sur la tartine, non. C'est une question d'être raisonnable. C'est comme si on me demandait que pensez-vous de la mousse au chocolat. Alors, la mousse au chocolat, on a vu tout à l'heure que ce n'est pas avant 5 ans, mais que pensez-vous du chocolat? Bon, le chocolat, c'est très bien. Si on mange une demi-tablette, ça ne va pas du tout, quoi. Mais un petit carré de temps en temps, oui. Rien n'est interdit. Il faut garder, il faut être raisonnable et garder présent à l'esprit que il faut allier nécessité et plaisir, toujours. Donc, on n'a aucune raison de priver un enfant de ce qui est bon, de le priver de chocolat ou de pâte à tartiner ou de bonbons, mais lui donner 4 bonbons par jour, c'est non. Alors, je vous propose de prendre une dernière question. Chez les enfants en surpoids à 4 ans, y a-t-il des aliments
que vous déconseillez en plus de la diminution des écrans et des activités physiques? J'imagine, augmentation de l'activité physique et pas diminution? Alors, un enfant en surpoids, je ne peux pas dire, il faut analyser. Ce qu'on fait, nous, en consultation, c'est qu'on demande à la famille d'arriver avec un carnet alimentaire, c'est-à-dire qu'ils doivent noter pendant 4 jours absolument tout ce que l'enfant a mangé pendant ces 4 jours, à tous les repas et même les grignotages. Et on analyse ça. Aucun aliment n'est interdit. Aucun aliment n'est interdit. Encore une fois, plus on générera de frustration chez un enfant en surpoids, moins on pourra agir sur son surpoids et plus il aura une mauvaise estime de lui-même et plus ça sera compliqué. Mais on discute avec les parents, car ce sont bel et bien les parents qui font les courses, ce sont bel et bien les parents qui remplissent les placards, ce sont bel et bien les parents qui font les menus et qui mettent les plats sur la table et qui servent l'enfant de ce qui est nécessaire pour lui. Donc, il faudra, par exemple, je donne un exemple, à 4 heures, il aura du pain et du chocolat et il n'aura pas des pâtisseries. Et il ne demandera pas de pâtisserie s'il n'y en a pas dans le placard. Voilà, c'est quelque chose de. Il faut être très raisonnable, mais en tout cas, s'il est en surpoids, c'est quelque chose à discuter avec son médecin. Et j'ai un petit commentaire, moi je suis toujours très surprise qu'on parle, toujours quand il y a un problème, de surpoids ou peu importe, d'aliments à déconseiller. Jamais on parle de quantité. C'est ce que Alors j'allais que dire. souvent, il y a pas de mauvais aliments, vous l'avez dit, docteur Salinier plusieurs fois, mais attention aux quantités pour certains Bien sûr. d'entre eux. Bien sûr, la Ça vraiment, quantité et puis le grignotage et puis voilà et Mmh. se resservir et le grignotage, il y a tout un et puis ça a été dit dans la question et c'est bien, c'est l'activité physique. On sait maintenant que, dans le surpoids, il y a absolument pas que la nutrition que la nourriture. La nutrition, ça comprend l'alimentation et l'activité physique et l'activité physique, ça n'est pas aller au baby gym une fois par semaine. L'activité physique, c'est marcher, c'est courir, c'est jouer dehors, et ça demande aussi aux parents de donner l'exemple et de faire une famille active et non pas un enfant qui va aller 2 fois par semaine au sport. Mais Catherine, la alors personne moi, qui a posé la question a raison à 4 ans, il faut s'en occuper maintenant. mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème de portion. On s'aperçoit que les parents donnent souvent, beaucoup trop à manger des choses qu'on doit, ce que je disais qui n'était pas à volonté, c'est-à-dire tout ce qui est protéines et féculents. Déjà, il y a un vrai problème de portion. On sert souvent, je m'aperçois, les parents, c'est une vraie discussion avec eux. Ils n'ont pas de notion, après 1 an, de ce que les enfants, les quantités que les enfants doivent manger. Voilà, c'est ce qu'on avait abordé, je crois, dans la deuxième partie mmh. du webinaire. Ouais, donc on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais pour ceux qui sont intéressés sur cette question des portions, c'est une partie qu'on a longuement, abordée dans la partie 2 que vous pouvez trouver en replay, dans sur la e-communauté. Eh bien, écoutez, je vous propose, d'arrêter là pour les questions et je vous remercie, tous, pour votre participation et vos questions. Et merci beaucoup au docteur Salinier et à Catherine pour leurs Merci à vous. réponses.